Chapitre 12. Les bureaux de Fullerton, Harrison et Leadbetter étaient un parfait exemple de ces vieilles firmes traditionnelles jouissant d'une réputation exceptionnelle. Les ans y avaient cependant laissé leur marque. Messire Harrison et Leadbetter n'existaient plus, leurs noms ayant été remplacés par ceux de Mr. Atkinson et Mr. Cole, le Benjamin de la firme. Le principal associé, Mr. Fullerton, exerçait toujours. Vieillard grand et sec, Mr. Fullerton présentait un visage impassible, une voix sèche imprégnée des longs discours juridiques qu'elle développait depuis bientôt un demi-siècle, un regard étonnamment inquisiteur et pénétrant. À sa portée se trouvait le papier qu'une secrétaire venait de lui remettre et sur lequel il relut pour la seconde fois les noms et qualités de son visiteur. Levant les yeux, il soupesa du regard Hercule Poirot assis en face de lui. Un homme d'un certain âge qu'il jugea étranger, tiré à 4 épingles et qui lui était recommandé par l'inspecteur Henry Raglan du CID et un superintendant retraité de Scotland Yard. Superintendant Spencer, Fullerton le connaissait. Un homme qui avait fait du bon travail dans son temps et n'avait reçu que des éloges de ses supérieurs. Quelques vagues souvenirs revinrent à l'esprit du notaire, touchant une affaire qui fit beaucoup de bruit, bien qu'au départ elle parut résolue d'avance. Il se souvint que son neveu Robert y avait tenu le rôle d'avocat en second et que l'inculpé était un malheureux souffrant apparemment de psychopathie. Un imbécile qui refusait de se défendre et donnait l'impression qu'il ne souhaitait rien de mieux que de se laisser pendre. À l'époque, les criminels jouaient leur tête. Spencer avait eu la responsabilité de l'affaire. Calme, résolu, il avait insisté tout au long du procès pour répéter qu'on accusait un innocent. Il avait vu juste et celui auquel il avait demandé assistance pour prouver l'innocence de l'accusé était une sorte d'amateur de nationalité belge. Un détective retraité à la sûreté belge. Déjà pas très jeune à l'époque, il devait être maintenant probablement sénile, estima Fullerton, qui décida néanmoins de prendre son visiteur au sérieux. On attendait de lui certaines informations, des informations qu'il ne pourrait refuser de donner, d'autant plus que pour l'affaire présente, un meurtre d'enfant, il ne croyait pas savoir quoi que ce soit de révélateur. Mr. Fullerton avait sa petite idée sur l'identité du meurtrier, mais il n'aurait jamais osé la communiquer à quiconque, car sa théorie ne reposait sur aucune preuve. Toutes ces réflexions passèrent très vite dans l'esprit de Mr. Fullerton, qui éclaircit sa voix asthmatique avant de parler. « Que puis-je pour vous, monsieur Poirot ? Je me doute que vous venez à propos de la petite Reynolds et je ne vois vraiment pas en quoi je pourrais vous être utile. Je n'ai presque rien de ce qui est arrivé. » « Mais vous êtes, si je ne me trompe, le conseiller légal des Drake. » En effet, Hugo Drake, le pauvre, était un garçon charmant. Je connais les Drake depuis des années, exactement depuis le jour où ils sont venus se fixer dans la région en achetant les pommiers. Mr. Drake a contracté la polio alors que le couple voyageait à l'étranger. Ses facultés intellectuelles sont restées intactes, mais il est devenu paralysé et a beaucoup souffert. Vous aviez aussi, si mes renseignements sont exacts, la charge des affaires de Mrs. Llewellyn Smith. La tante, c'était une femme remarquable.
Elle s'est installée à Woodley Common pour des raisons de santé et aussi pour se rapprocher de son neveu. Elle a acheté une grande bâtisse encombrante, Carey House, qui lui a coûté une fortune, alors qu'elle eût pu facilement trouver mieux. Elle a choisi cet endroit à cause de la carrière abandonnée qui la fascinait. Comme elle était très riche, elle a fait venir tout spécialement un paysagiste habile, lequel a réussi des merveilles. Cela lui a valu une belle notoriété dans les magazines tels que Maison et Jardin. Mrs. Llewellyn Smith est morte il y a 2 ans. De façon soudaine, Fullerton lança un regard inquisiteur à Poirot. Ma foi, je n'irai pas aussi loin. Elle souffrait d'une maladie de cœur et quoique les médecins essayassent de l'obliger à se ménager, elle n'était pas le genre de femme à suivre des conseils de prudence. Mais, excusez-moi, nous nous écartons du sujet qui vous amène. Pas tellement. J'aimerais vous poser quelques questions d'un ordre tout différent. Je souhaiterais, par exemple, que vous me donniez des renseignements sur un de vos anciens employés, Leslie Ferrier. Mr. Fullerton haussa les sourcils, surpris. Leslie Ferrier ? Ma foi, j'avais presque oublié son nom. Je me souviens. Il a été poignardé. C'est cela. Je doute de pouvoir vous apprendre grand-chose sur son compte. Il a été assassiné un soir, alors qu'il sortait du pub Le Cygne Vert à Woodley Common, et bien que la police eut des soupçons, elle n'a procédé à aucune arrestation, faute de preuves. S'agissait-il d'un crime passionnel, à votre avis ? Sans doute. Ferrier s'est affiché longtemps avec la tenancière du pub en question et là, paraît-il, laissé tomber. Il lui préférait une jeune fille. Il semblerait, d'autre part, qu'il remportait beaucoup de succès auprès du sexe faible et qu'il lui arrivait parfois de se faire corriger par des maris jaloux. Étiez-vous content de son travail ? Oui et non. Il possédait des qualités incontestables, mais sa vie privée l'absorbait trop. Pensez-vous, comme la police, que Ferrier a été poignardé par une femme jalouse ? Ma foi... Son interlocuteur, haussant les épaules, Poirot insista. Auriez-vous des doutes s'orientant dans une autre direction ? Disons que j'aurais aimé réunir plus de preuves décisives. Le tribunal a rejeté les hypothèses invoquées par la police. Elles n'étaient pas suffisantes pour supporter ces accusations. La police se trompait peut-être en se concentrant uniquement sur la théorie du crime passionnel. Peut-être. Les éventualités ne manquent pas dans un crime de ce genre. Le jeune Ferrier n'était pas un caractère stable et bien qu'il ait été élevé sévèrement par sa mère, une veuve, il affichait des penchants semblables à ceux de son défunt père. Comme lui, il fréquentait des voyous et participa à des affaires assez louches. Je lui avais pourtant accordé une seconde chance après qu'il eût été impliqué dans une histoire de faux documents. À l'époque, il était encore très jeune et j'ai eu surtout pitié de sa mère, venue me supplier de le reprendre. J'espérais que cette expérience et mes conseils le convaincraient de changer de conduite. Hélas, de nos jours, la corruption se propage et s'infiltre partout. Vous estimez donc qu'il aurait pu s'agir d'une histoire de vengeance ? Possible. On court toujours certains dangers à s'associer avec des voyous. Si les amis de Ferrier soupçonnèrent le garçon de vouloir le trahir. Personne n'a été témoin du crime ? Non. Cela n'a d'ailleurs rien de surprenant.
Si ma théorie est exacte, l'auteur du meurtre a tout calculé pour ne courir aucun risque, se préparant même un alibi inattaquable. Cependant, il se pourrait qu'un témoin ait vu la scène. Un témoin qui se serait trouvé là par hasard. Un enfant. Tard dans la soirée et à proximité d'un pub. Hypothèse improbable, monsieur Poirot. Un enfant, persista Poirot, qui en aurait gardé le souvenir gravé dans sa mémoire durant des années. Une fillette regagnant la maison de ses parents après une visite à une camarade et assistant au crime caché par une haie. Vraiment, monsieur Poirot, quelle imagination. Ce que vous insinuez relève du roman. Pas à mon sens. Les enfants sont témoins de pas mal de choses et se trouvant là où personne ne devine leur présence. Mais voyons, en rentrant chez leurs parents, ils racontent ce qu'ils ont vu ? Pas nécessairement. Je crois avoir suffisamment d'expérience pour affirmer que les petits ont beaucoup de secrets qu'ils ne confient pas à leurs parents. Puis-je vous demander ce qui vous intéresse dans l'affaire Ferrier ? Je ne sais presque rien de lui, mais sa mort remonte à une période assez récente et c'est là un détail qui peut avoir une certaine importance. D'un ton assez sec, le notaire remarqua. Franchement, monsieur Poirot, je ne vois pas très bien pourquoi vous êtes venu me trouver et à quoi vous vous intéressez. Il n'est pas possible que vous établissiez une liaison entre le meurtre de Joyce Reynolds et celui de Leslie Ferrier. Dans mon métier, on doit tout suspecter et chercher à réunir le plus de détails possible. Excusez-moi, mais lorsqu'il y a crime, il faut produire des preuves. Vous avez peut-être entendu dire que Joyce avait déclaré, devant témoins, avoir vu un crime se perpétrer. Dans une population comme la nôtre, il est impossible de ne pas être au courant de ce qui se dit ou se fait. Et j'oserais ajouter que les rumeurs qui circulent sont souvent erronées et par conséquent dénuées de toute valeur. Vous avez probablement raison. Mais Joyce, qui avait 13 ans, aurait pu, vers l'âge de 9 ans, être témoin d'un accident de voiture, d'une altercation, d'une bataille au couteau ou d'une querelle entre amoureux, événement qui se serait ancré dans sa mémoire, l'aurait impressionné au point de la faire hésiter à se confier à ses parents, craignant aussi d'avoir mal interprété une scène se déroulant rapidement sous ses yeux. Elle aurait même pu oublier l'incident avec les années, jusqu'au jour où une remarque, un concours de circonstances, le lui aurait remis en mémoire. C'est toutefois une supposition tirée par les cheveux. Il y a aussi dans la région l'histoire d'une jeune étrangère qui a disparu. Une certaine Olga ou Sonia. Olga Seminov. Elle occupait l'emploi de dame de compagnie ou de jeune fille au père chez Mrs. Llewellyn Smith. Je ne me trompe pas. Non. Mrs. Llewellyn Smith eut d'ailleurs et successivement plusieurs de ces jeunes filles à son service. Olga, sa dernière trouvaille, semblait beaucoup la satisfaire. C'était, si je m'en souviens, une jeune personne peu avantagée par la nature, lourde, assez gauche et ne sympathisant pas avec le reste de la communauté qui le lui rendait bien, d'ailleurs. Mrs. Llewellyn Smith en était-elle contente ? Elle s'attacha beaucoup à elle, fort imprudemment, si nous devons en juger par la suite. Vraiment ? Je ne doute pas que vous soyez déjà au courant de ce qui se produit à la mort de Mrs. Llewellyn Smith. Ce genre de scandale se propage avec la rapidité de l'éclair.
Je crois que la vieille dame légua une somme considérable à la jeune fille. Une décision qui ne laissa pas de m'étonner. Durant des années, Mrs. Llewellyn Smith n'avait jamais modifié les clauses de son testament, sauf lorsqu'il s'agissait de transférer certaines sommes d'une œuvre de charité à une autre ou d'effacer le nom d'un serviteur décédé auquel elle réservait une pension viagère. Le gros de sa fortune devait revenir à son neveu, Hugo Drake, et à sa femme, celle-ci étant une cousine éloignée de la testatrice. Si l'un des bénéficiaires venait à mourir, la fortune passait automatiquement au survivant. Ce n'est que 3 semaines avant sa mort que Mrs. Llewellyn Smith bouleversa complètement les clauses de ses testaments successifs en rédigeant un codicille hors des locaux de notre firme. Selon ce codicille, elle laissait quelque argent à 1 ou 2 œuvres de charité, pas autant que par le passé, rien aux domestiques ni aux Drake, tout s'écartait au profit d'Olga Seminoff, devenue sa légataire universelle. En témoignage de ses services dévoués et de l'affection dont elle m'a entourée, soulignait-elle. J'avoue que c'était là une décision surprenante, ne correspondant absolument pas aux dispositions passées de la défunte. Ensuite, les experts déclarèrent que le codicille n'avait pas été écrit de la main de notre cliente et nous avons appris que Mrs. Llewellyn Smith avait souvent eu recours à sa demoiselle de compagnie pour copier son courrier et même signer sa correspondance à sa place. La jeune fille qui eut l'occasion de perfectionner son coup de plume imagina sans doute de berner tout le monde et s'approprier la fortune de son employeuse. Il est difficile de tromper les experts. Et les procédures tendant à prouver la non-validité du codicille devaient commencer obligatoirement. Toutefois, durant le délai nécessaire, précédant l'ouverture du procès, la jeune fille perdit la tête et disparut. Chapitre 13. Lorsqu'Hercule Poirot se fut retiré, Jérémie Fullerton reprit place derrière sa table de travail et pianota distraitement sur le buvard posé devant lui. Il ouvrit un dossier et parcourut une page des yeux, sans pouvoir concentrer son attention sur ce qu'il lisait. Une série d'événements anciens repassaient dans son esprit. 2 ans. Presque 2 ans de cela, et ce matin, cet étrange petit homme avec ses souliers vernis et sa grosse moustache lui avait tout remis en mémoire par ses questions. Une conversation qu'il avait eue 2 ans plus tôt. Il revit, assise dans le fauteuil lui faisant face, une jeune fille vulgaire, au teint olivâtre, à la bouche large et sensuelle, aux pommettes saillantes et aux yeux hardis qui soutenaient sans crainte le regard inquisiteur qu'il avait posé sur elle. Un visage passionné, expressif, un visage marqué par de longues souffrances. Où était-elle maintenant, Olga Seminoff? D'une façon ou d'une autre, elle avait dû réussir, mais réussir quoi, au juste? Et qui avait pu l'aider? Sans doute avait-elle regagné le coin d'Europe centrale d'où elle était venue. Jérémie Fullerton se voulait un défenseur de la loi. Il croyait en elle et méprisait beaucoup les magistrats actuels pour leur jugement indulgent. Cependant, il pouvait éprouver de la compassion pour certains individus. Il en avait ressenti à l'égard d'Olga Seminoff qui disait « Je viens à vous pour que vous m'aidiez. L'année dernière, vous avez été très bon pour moi,
me conseillant en vue de remplir les papiers qui devaient me permettre de rester une année de plus en Angleterre. Cette fois, j'ai reçu des lettres disant « Vous n'avez pas besoin de répondre aux questions que l'on vous pose de toutes parts. Si vous le désirez, faites-vous représenter par un notaire. » Alors, je suis venue à vous. Les circonstances dont vous parlez, et Fullerton se souvenait de la sécheresse de son ton lorsqu'il avait parlé, une sécheresse qui voulait dissimuler la gêne éprouvée à décevoir la jeune fille, n'ont rien à voir avec votre affaire actuelle. Aujourd'hui, je représente la partie plaignante, les Drake, ce qui m'interdit d'intervenir en votre faveur. Comme vous le savez, j'étais déjà le notaire de Mrs. Llewellyn Smith. Mais elle est morte. Elle n'a plus besoin de notaire. Elle vous était attachée. Oui, elle m'était attachée. Je vous l'ai dit et répété. C'est pour cette raison qu'elle voulait me donner l'argent. Toute sa fortune? Pourquoi pas? Elle n'aimait pas sa famille. Vous vous trompez. Elle aimait beaucoup son neveu et sa cousine. Admettons qu'elle ait eu un penchant pour Mr. Drake, mais pas envers sa femme qu'elle jugeait ennuyeuse. Mrs. Drake essayait sans cesse de se mêler des affaires de Mrs. Llewellyn Smith et s'immisçait dans sa vie privée. Elle l'empêchait, par exemple, de manger ce qui lui plaisait. Mrs. Drake était remplie de bonnes intentions, j'en suis sûre. Elle tentait probablement d'obliger sa parente à suivre les conseils du médecin. Les gens détestent souvent obéir aux conseils de leur médecin et ne supportent pas que leur famille essaye de les y contraindre. Ils veulent vivre à leur guise et agir comme il leur plaît. Avec l'argent que possédait Mrs. Llewellyn Smith, elle pouvait avoir tout ce qu'elle désirait. Elle était riche, riche, riche. Et avait le droit d'employer ses revenus selon son humeur. Les Drake sont déjà assez fortunés. Ils ont une belle maison, des vêtements coûteux, 2 voitures. Ils vivent dans l'aisance. Alors pourquoi veulent-ils encore plus? Ils sont ses seuls parents. Elle voulait que ce soit moi qui ai l'argent. Elle avait pitié de moi. Elle savait ce que j'avais enduré. Elle n'ignorait pas que mon père avait été arrêté un jour et qu'il fut emmené sans que nous le revoyions jamais. Bientôt, ce fut le tour de ma mère. Toute ma famille a disparu. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre dans un pays soumis à un régime policier. Vous êtes du côté de la police. Vous n'êtes pas de mon côté. Non, je ne suis pas. Je ne peux pas être de votre côté. Je suis désolée pour ce qui vous arrive, mais tout est de votre faute. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait que je n'aurais pas dû faire. J'étais bonne pour elle. Je lui apportais en cachette toutes sortes de choses dont elle était friande et qu'elle n'était pas supposée devoir manger. Du chocolat, du beurre. Ce n'est pas seulement une question de beurre. Je m'occupais d'elle. Je l'entourais de soins. C'est pour ça qu'elle m'était reconnaissante. Et maintenant, bien qu'elle soit morte en ayant signé ce papier me laissant tout son argent, ces Drake prétendent que je n'aurai rien. Ils disent toutes sortes de choses, que j'avais une mauvaise influence sur la vieille dame, que c'est moi qui ai écrit le testament, alors que c'est elle qui l'a écrit. Elle! Et après, elle m'a demandé de sortir de la pièce et a appelé la femme de ménage et le jardinier. Elle leur a ordonné de signer le papier en ma faveur parce que je devais recevoir tout l'argent. Pourquoi ne pourrais-je pas le toucher à présent? Pourquoi n'aurais-je pas le droit à un peu de chance dans ma vie, de bonheur? Cela me paraissait tellement merveilleux. Je pensais à toutes les choses que je pourrais m'offrir. J'ai essayé de vous expliquer. Ce ne sont que des mensonges. Vous prétendez que j'ai écrit le papier moi-même,
Mais ce n'est pas vrai. C'est elle qui l'a écrit et personne ne peut soutenir le contraire. Ça suffit, Miss. À présent, écoutez-moi. Cessez de crier et écoutez-moi. Il est vrai qu'au sujet des lettres que vous écriviez sous sa dictée, Mrs. Llewellyn Smith vous demandait d'imiter son écriture. Et cela parce qu'elle nourrissait l'idée vieux jeu que faire taper des messages destinés à des amis ou relations était vulgaire. Oui, elle me disait « Olga, vous allez répondre à ces lettres comme je vous les ai dictées en sténo. Seulement, vous les recopierez à la main en imitant du mieux possible mon écriture. » Elle me demanda d'apprendre à écrire les mots à sa façon. Du moment que la différence n'est pas trop évidente, cela ira, affirmait-elle. Ensuite, vous signerez à ma place. Je ne veux pas que les gens sachent que je ne puis plus répondre personnellement à leurs courriers. Les rhumatismes de mon poignet me font horriblement souffrir, mais je me refuse à envoyer des lettres tapées à la machine. Vous auriez pu conserver votre propre écriture et ajouter au bas des missives quelque chose comme « copié par la secrétaire » ou simplement y apposer vos initiales. Elle ne le voulait pas. Elle insistait pour donner l'impression que c'était elle qui écrivait. Et cela, avait pensé Mr. Fullerton, était un trait de caractère correspondant bien à la vieille dame. Elle se rebellait déjà de ne pouvoir continuer à vivre comme elle l'avait toujours fait. Ce qu'Olga racontait était parfaitement vraisemblable, et c'est parce que ses paroles paraissaient sincères que le codicille avait tout d'abord été tenu pour authentique. C'est dans son bureau, Fullerton s'en souvenait, que le doute était né après une réflexion de son jeune associé. J'ai du mal à croire que ce soit Louise Llewellyn Smith qui ait écrit ce document. Je sais qu'elle souffrait d'arthrite, mais comparer cette écriture avec celle d'autres papiers qu'elle a laissés, il y a quelque chose qui cloche dans ce codicille. Mr. Fullerton était tombé d'accord et tous deux avaient décidé de recourir à l'opinion d'experts. Leur réponse fut catégorique. L'écriture du codicille était différente de celle des autres papiers et donc de celle de la défunte. Si seulement Olga ne s'était pas montrée si âpre, si seulement elle s'était contentée d'une somme coquette, les parents de la défunte auraient accepté de la dédommager, en grinçant des dents peut-être, mais sans poser trop de questions. Mr. Fullerton éprouvait de la pitié pour Olga Seminoff, beaucoup de pitié. Elle avait vécu dans la souffrance depuis son enfance, connu les rigueurs d'un régime dictatorial, elle avait été orpheline, sans frère ni sœur, une victime de l'injustice et de la peur. Cela avait contribué à développer en elle une puérile convoitise. « Tout le monde est contre moi », avait ajouté Olga. « Vous êtes tous contre moi. Vous ne vous montrez pas juste envers moi parce que je suis étrangère, parce que je ne suis pas de ce pays, parce que je ne sais pas ce que je dois dire et qui appeler au secours. » À mon avis, le mieux serait que vous déchargiez votre conscience. Alors, je mentirais. C'est elle et non moi qui a écrit le testament. Elle l'a écrit et m'a demandé de quitter la pièce pendant que les autres signaient. Vous n'ignorez pas que des témoignages vont à l'encontre de vos affirmations. Des gens rapporteront que souvent, Mrs. Llewellyn Smith ne se rendait pas compte de ce qu'elle signait. Ma chère enfant, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous êtes étrangère, que vous comprenez l'anglais de façon très rudimentaire. En tenant compte de tout cela, il y a de grandes chances pour que vous vous en sortiez avec une condamnation légère. Il vaudrait mieux que je me sauve et que je me cache pour qu'on ne me trouve pas. Je suis désolée pour vous et si vous voulez,
Je vous recommanderai un bon avocat et de mes amis qui fera son possible pour vous aider dans votre procès. Vous ne pouvez songer à disparaître. C'est raisonner comme une enfant. » J'ai mis suffisamment d'argent de côté. Et elle avait ajouté « Vous avez essayé d'être bon, je le crois, mais vous refusez de venir à mon secours parce qu'il y a la loi. La loi. Mais j'irai là où personne ne pourra jamais me trouver. » Personne pensait à présent, Mr. Fullerton, personne ne l'avait trouvé. Il se demandait où elle était à l'heure actuelle. Chapitre 14. Hercule Poirot fut reçu au pommier, conduit dans le petit salon et abandonné après avoir été assuré que Mrs. Drake allait venir. Poirot s'approcha de la fenêtre du salon et contempla les pelouses du jardin entretenues avec soin. Quelques marguerites de la Saint-Michel fleurissaient au long des bordures. Les chrysanthèmes ne donnaient pas encore signe de vie. Une ou deux roses attardées s'épanouissaient au soleil automnal. Poirot se demanda si Mrs. Drake aurait jamais pu se plier aux directives de Michael Garfield. Ce qu'il avait sous les yeux était fortement imprégné de l'atmosphère conventionnelle qu'on retrouve dans tous les jardins de banlieue. Dans son dos, une porte s'ouvrit et la voix de son hôtesse fit se retourner Poirot. « Excusez-moi de vous avoir obligé à attendre, monsieur Poirot. Nous sommes en train d'organiser les fêtes de Noël de la paroisse dont les différentes parties sont décidées longtemps à l'avance, trop longtemps à mon goût, car ces dames ont tout loisir de changer d'avis plusieurs fois. » Son ton irrité laissait supposer que les propositions soumises par son comité devaient être rejetées d'emblée comme absurdes. Poirot imaginait assez bien, d'après certaines remarques de Mrs. Mackay et d'autres dames du coin, que Rowena Drake possédait une forte personnalité à laquelle ses concitoyens recouraient quand il y avait des décisions à prendre, sans, pour autant, nourrir la moindre sympathie à son égard. Il n'y avait aucun mal à deviner les sentiments que cette jeune femme avait dû inspirer à la vieille Mrs. Llewellyn Smith, elle-même indépendante et autoritaire. « Elles viennent de partir, » remarqua Mrs. Drake en écoutant la porte du hall se refermer sur un bourdonnement de voix. « À présent, monsieur Poirot, dites-moi ce que je puis pour vous. Devez-vous encore me reparler de cette affreuse soirée ? Je souhaiterais tellement ne l'avoir jamais organisée. Mrs. Oliver est-elle encore chez Judith Butler ? » ?»« Oui, je crois qu'elle regagnera Londres demain ou après-demain. Vous ne la connaissiez pas avant sa visite chez Mrs. Butler ? » ?»« Non, mais j'adore ses livres. De plus, je la trouve très spirituelle. A-t-elle quelques idées sur celui qui a pu commettre un crime aussi horrible ? » ?»« Je ne le pense pas. Et vous, madame, avez-vous quelques soupçons ? » ?»« Aucun. Je vous l'ai d'ailleurs dit. » »« Je sais. Néanmoins, vous auriez pu, depuis, avoir découvert un indice, aussi insignifiant soit-il. » »« Qu'est-ce qui vous porte à le croire ? » ?»« J'espérais qu'en y réfléchissant, vous vous seriez souvenu d'un geste, d'une attitude qui, sur le moment, vous aurait semblé sans importance, mais qui, après réflexion, vous aurait intrigué. » »« Vous avez une idée en tête, monsieur Poirot, n'est-ce pas ? » ?»« Eh bien, oui, je l'avoue. Je vous pose ces questions à la suite d'une remarque de Miss Whittaker. » »« Le professeur de mathématiques ? Elle était en effet présente à la soirée.
A-t-elle vu quelque chose d'insolite ? La question n'est pas tellement de savoir ce qu'elle a vu, mais plutôt ce que vous auriez pu voir. Vraiment ? Cela a un rapport avec un vase de fleurs. Un vase ? Ah, mais oui, je me souviens maintenant. Il se trouvait à l'angle du palier donnant sur la salle de bain. Un très joli vase qui m'avait été offert en cadeau de mariage. Je me suis rendu compte, en passant dans le hall, quand exactement je ne pourrais le préciser, que les fleurs qu'il contenait semblaient se faner et constater qu'on avait oublié de remplir le vase d'eau, ce qui me mit en colère. J'ai donc porté le récipient dans la salle de bain adjacente et me suis chargée de cette tâche. Mais qu'aurais-je donc pu voir dans la salle de bain ? Elle était vide. Ce n'est pas à cela que je faisais allusion. Un peu plus tard, n'avez-vous pas eu un petit accident avec votre vase ? Il m'a glissé des mains et s'est brisé en 1000 morceaux au pied des escaliers. Elizabeth Whittaker, qui se trouvait dans le hall à ce moment-là, est venue m'aider à pousser les éclats de verre sous la pendule. Est-ce là l'incident dont vous parliez ? Je crois que Miss Whittaker s'est interrogée sur ce qui avait pu vous pousser à lâcher le vase. À la vérité, le vase m'est tombé des mains dans un moment d'inattention, sans doute dû à la fatigue. Je me sentais assez lasse après ces heures de préparation et de surveillance des enfants. Vous êtes donc certaine que rien ne vous a troublé ? Quelque chose d'imprévu, que vous auriez surpris ? Mais où cela ? Dans l'entrée ? En bas ? Il n'y avait personne. Les invités se tenaient dans la salle à manger où se déroulait le Snapdragon. Vous n'avez pas aperçu quelqu'un ouvrant la porte de la bibliothèque de l'intérieur ? Elle réfléchit un long moment avant d'affirmer lentement. Je n'ai vu âme qui vive, monsieur Poirot. La façon dont elle s'exprimait incitait le détective à douter de sa sincérité. Il n'était pas impossible qu'elle ait aperçu un visage, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Pourquoi assurait-elle le contraire avec tant de fermeté ? Fallait-il supposer qu'ayant vu un de ses hôtes, elle se refusait à l'associer au drame qui venait de se jouer un instant plus tôt ? Quelqu'un pour lequel elle éprouvait un attachement particulier ou, plus simplement, qu'elle souhaitait protéger ? Poirot jugeait Mrs. Drake autoritaire et même dure, mais il la croyait honnête. Il se figurait que, comme beaucoup d'autres femmes de son genre, Mrs. Drake proclamait la nécessité de chercher des circonstances atténuantes aux jeunes délinquants de ce temps. S'éclaircissant la voix, Poirot conclut. C'est bien. Est-il possible que Miss Whittaker ait remarqué un étranger entrant dans la bibliothèque ? Cette hypothèse intéressa fort Poirot. Vous pensez que cela aurait pu se produire ? Pourquoi pas ? Et lorsque je laissai tomber mon vase, elle se sera persuadée que je l'avais remarqué moi aussi. Elle hésite peut-être à incriminer une personne en particulier parce qu'elle ne l'aura pas regardée avec intention. Les adolescents se ressemblent tous un peu, vus de dos. Estimez-vous que la manière dont fut perpétré le crime ait pu avoir été conçue par un adolescent ? Mrs. Drake réfléchit, puis... Je n'ai pas eu l'occasion de m'interroger à ce sujet, mais c'est en effet concevable. Je suppose que lorsqu'un enfant est noyé au cours d'une soirée sans raison apparente, le meurtrier est nécessairement un individu pas encore assez mûr pour être complètement responsable de ses actes. Ne le pensez-vous pas ? Il semblerait, à ce qu'on m'a dit, que la police raisonne de même, ou plutôt raisonnait ainsi au départ. Je me fie entièrement à son jugement.
Nous avons des policiers fort capables. Je ne doute pas qu'ils réussiront cette fois encore. Cependant, ils devront, certainement, chercher longtemps des preuves avant de pouvoir boucler leur enquête. Les preuves ne sont pas faciles à trouver. Vous avez sans doute raison, monsieur Poirot. C'est un peu comme l'accident dont fut victime mon mari. Il marchait en s'aidant de béquilles et fut renversé par une voiture, un soir, alors qu'il tenterait de traverser la route principale. On n'a jamais démasqué les coupables. Ce malheur est arrivé après le décès de votre tante? Non, notre tante est morte quelques mois plus tard. Les malheurs semblent se suivre, n'est-ce pas? Hélas, la police n'a pas retrouvé la voiture, cause de l'accident. On sait que c'était une Grasshopper marque 7, volée à Manchester et qui appartenait à Mr. Waterhouse, un granetier plus très jeune qui conduisait toujours avec beaucoup de prudence. Il semblerait que les voleurs aient été deux jeunes gens qu'on n'a pas pu identifier. En tout cas, des criminels. Pour Joyce, c'est différent. Une main lui a résolument maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce que mort s'en suive. Je sais. C'est atroce et je n'aime pas y penser, ni qu'on me le rappelle. Elle se leva et marcha nerveusement dans la pièce. Poirot enchaîna. Il nous reste à chercher le mobile du crime. À mon avis, une abomination de cette sorte a été commise sans mobile. Par un attardé mental qui aurait pris plaisir à tuer? Nous avons eu beaucoup de cas semblables, non? Vous refusez de considérer une explication plus simple? C'est-à-dire? Que notre meurtrier n'était pas un attardé mental, mais tout simplement un individu poussé par le besoin de se mettre à l'abri? À l'abri de quoi? Je faisais allusion aux déclarations de Joyce dans le courant de l'après-midi précédant sa mort. Joyce était une petite fille stupide et pas très franche. C'est ce que me répètent tous ceux que j'interroge. Poirot se leva. Je dois vous présenter mes excuses, madame. Je vous ai rappelé des souvenirs pénibles en abordant un sujet qui, en somme, ne me regarde pas. Pour en revenir à Miss Whittaker... Pourquoi ne cherchez-vous pas à savoir davantage par elle? Elle est professeure. Elle doit connaître mieux que quiconque l'esprit de ses élèves. Elle ajouta, après réflexion. Miss Emmeline aussi, d'ailleurs. La directrice? Elle est au courant de beaucoup de choses. C'est une fine psychologue. À mon avis, si quelqu'un peut vous fournir des indices, c'est bien Miss Emmeline. Voilà qui est intéressant. Cependant, je doute qu'elle vous confie le fond de sa pensée. Je commence à admettre qu'il me reste encore pas mal de chemin à parcourir. À propos, votre tante, Mrs. Llewellyn Smith, avait une jeune fille au père, une étrangère, je crois. Décidément, monsieur Poirot, vous avez recueilli tous les ragots du village. C'est exact. Elle est partie peu de temps après la mort de ma tante, assez brusquement en vérité. Elle avait de bonnes raisons pour agir de la sorte, à ce qu'on m'a dit. En effet, il a été prouvé qu'elle falsifia le codicille du testament de ma tante, peut-être avec l'aide d'un complice. Qui? Un jeune homme qui travaillait chez un notaire de Manchester et en compagnie duquel elle sortait souvent. Il avait d'ailleurs déjà trempé dans une histoire de faux documents. L'affaire du codicille n'est jamais passée devant les tribunaux parce que la jeune étrangère a subitement disparu et personne n'a plus entendu parler d'elle. Je vous remercie infiniment pour tous les renseignements que vous venez de me fournir, madame. En quittant la maison des pommiers, Poirot entreprit une courte promenade le long d'une route parallèle à l'artère principale du village et portant le nom de
route du cimetière d'Elpsy. Il n'y mit pas plus de 10 minutes à parvenir au cimetière en question et constata bientôt qu'il n'était en service que depuis une dizaine d'années. L'église, assez importante, datait du XVIIIe siècle et veillait sur un enclos parsemé de vieilles pierres tombales. Un chemin large et régulier reliait cet ancien cimetière au nouveau. Poirot l'emprunta et regarda les monuments modernes, taillés dans le marbre ou le granit. Il s'immobilisa devant une sépulture récente et qui portait une inscription très simple. Consacrée à la mémoire de Hugo Edmund Drake, époux bien-aimé de Rowena Arabelle Drake, qui quitta ce monde le 20 mars 1900. Une urne d'albâtre fixée dans le sol contenait des fleurs fanées. Un vieux jardinet, qui veillait à l'entretien des tombes, s'approcha de Poirot en abandonnant sacloir et balai, ravi à la perspective de s'offrir quelques minutes de conversation. « Devez être étranger à la région, si je ne me trompe pas, monsieur ?»« Parfaitement. » Le vieux regarda la tombe devant laquelle se tenait la détective. « Un gentleman bien aimable, ce Mr. Drake. Un infirme. Il était atteint de paralysie infantile, comme on l'appelle, bien que ce ne soit pas toujours les enfants qui en souffrent. Il est mort dans un accident, je crois. Il traversait la route à la tombée de la nuit. Une voiture est arrivée avec 2 voyous à bord, le visage mangé par une barbe, à ce qu'il paraît. Ils ne se sont même pas arrêtés. Ils ont abandonné la voiture dans un parking à plus de 20 miles d'ici. Sa femme lui était très attachée et elle a beaucoup de peine. Elle vient presque chaque semaine déposer des fleurs sur sa tombe. Si vous voulez mon opinion, Mrs. Drake ne restera pas longtemps par chez nous. Pourtant, elle a une jolie maison. Pour ça, oui. Cependant, je ne serais pas étonné qu'elle s'en aille. Pourquoi, à votre avis, s'éloignerait de Woodleigh Common ? Un sourire futé se dessina sur le visage du vieil homme. Peut-être qu'il n'y a plus rien à faire ici, pour elle. Elle a accompli ici tout ce qu'elle pouvait accomplir et même plus, de la vie de beaucoup. Elle aurait donc besoin d'un nouveau champ à labourer ? Vous l'avez dit, elle doit souhaiter aller s'installer ailleurs pour mener d'autres gens par le bout du nez. Ici, nous sommes où elle voulait qu'on aille, et maintenant, tout est en ordre. Mais où irait-elle ? Ça, je l'ignore. Probablement dans un de ces pays de Riviera ou de la côte espagnole, à moins que ce ne soit la Grèce. Je l'ai entendu plusieurs fois faire allusion aux îles grecques. Mrs. Butler y est allée il n'y a pas longtemps en voyage organisé, à ce qu'il paraît. Les îles grecques, murmura Poirot. La trouvez-vous sympathique ? Qui ? Mrs. Drake ? Ma foi, je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. C'est une bonne personne, serviable envers son voisin et tout le reste. Mais, si vous voulez mon avis, les gens n'aiment pas tellement ceux qui leur rendent service. Elle ne manque jamais de me conseiller sur la façon dont je dois m'y prendre pour greffer mes pruniers. Comme si je ne le savais pas depuis le temps. Poirot sourit. « Excusez-moi, je dois poursuivre ma route. Pouvez-vous m'indiquer où habitent Nicolas Ranson et Desmond Holland ? Après l'église, la 3e maison sur la gauche. Ils logent chez Mrs. Brand et se rendent chaque jour au collège technique de Manchester. Ils doivent être rentrés à l'heure qu'il est. » Chapitre 15. 2 paires d'yeux fixaient Poirot. « Je ne vois pas ce que nous pourrions vous apprendre de plus, monsieur. La police nous a déjà interrogés. » Poirot observa pensivement les 2 jeunes gens assis en face de lui.
Leur maintien disait assez qu'ils ne se considéraient plus comme des adolescents. Nicolas avait 18 ans et Desmond 16. Je suis envoyée par un ami qui m'a demandé de glaner quelques renseignements supplémentaires, non pas sur la manière dont s'est déroulée la soirée chez Mrs. Drake, mais plus particulièrement sur les préparatifs de cette soirée dans le courant de l'après-midi, je crois. Vous y étiez tous deux ? Parfaitement, monsieur. J'ai déjà interrogé les femmes de ménage et j'ai eu le privilège d'assister aux délibérations de la police touchant la progression de l'enquête. J'ai entendu le compte-rendu du médecin qui examina la victime. J'ai reçu les confidences d'une maîtresse d'école, de sa directrice et celle de la mère de la petite victime. Enfin, j'ai écouté quelques ragots de village. À ce propos, il paraîtrait que vous avez une sorcière locale ? Les deux garçons éclatèrent de rire. Vous voulez parler de la mère Goodbody ? Elle est en effet venue à la soirée tenir le rôle de la sorcière. Poirot poursuivit. Je m'adresse à présent à la jeune génération, celle dont l'ouïe est fine, la vue perçante. Je désire vivement connaître vos impressions sur le drame. Les deux jeunes gens avaient grimpé aux échelles, suspendu des potirons, installé le système électrique le long duquel allaient courir des ampoules de couleur. L'un s'était appliqué à reproduire des photographies pour créer l'illusion qui enfiévrait l'imagination des fillettes rêvant déjà au prince charmant. Ils étaient aussi, soit dit en passant, les deux suspects que l'inspecteur Raglan ne perdait pas de vue. Poirot concentra son attention sur la mise extérieure des deux garçons. Nicolas, qui était beau garçon, se laissait pousser des favoris et gardait ses cheveux un peu trop longs dans le cou. La façon dont il portait son costume noir, plutôt triste, laissait entendre que c'était là sa manière habituelle de se vêtir et non une marque de respect pour le deuil ayant frappé la famille Reynolds. Son camarade affichait une mise plus gaie, un veston de velours rose sur des pantalons mauves et une chemise à jabot tout plissée. Tous deux devaient dépenser beaucoup d'argent pour acheter ces vêtements qui ne venaient sûrement pas d'un magasin local. Desmond était roux et sa chevelure crêpée emprisonnait son visage aux traits irréguliers. Pouvez-vous me confier quelle tâche vous était dévolue lorsque vous avez offert votre aide à Mrs. Drake ? Nous devions surtout nous occuper des éclairages et suspendre des potirons. Je crois savoir que vous avez réussi des trucs photographiques qui eurent beaucoup de succès. Desmond fouilla dans sa poche et tira d'une enveloppe quelques portraits qu'il montra à Poirot. Nous avons créé ces modèles qui devaient évoquer des maris plausibles pour les filles. Poirot se pencha avec intérêt sur les clichés volontairement estompés, représentant des jeunes gens barbus, chevelus, excentriques ou cocasses. En brouillant les photos, nous leur avons donné un côté irréel. Mrs. Drake les a trouvées très bonnes. Elles l'ont d'ailleurs amusée. Nous avions placé les éclairages de manière que les filles voient les photos se refléter dans leur miroir. Ont-elles deviné que votre camarade et vous étiez les modèles ? Cela m'étonnerait. Elles savaient que nous avions travaillé à la préparation du jeu, mais elles ne nous ont pas reconnus. À mon avis, elles n'étaient pas assez malines pour découvrir la supercherie. Vous souvenez-vous de ceux qui étaient venus, comme vous, aider à poser des décorations ? Voyons, à part Mrs. Drake, il y avait Mrs. Butler, une maîtresse d'école, Miss Whittaker, Miss Flatterbutt, la sœur ou la femme de l'organiste, l'assistant du docteur Ferguson, Miss Lee, et les filles. Parlez-moi un peu de ces dernières. Eh bien, il y avait les sœurs Reynolds,
La pauvre Joyce et son aînée Anne, une fille horripilante qui est persuadée qu'elle va réussir à tous ses examens avec un succès foudroyant. Il y avait aussi leur jeune frère Léopold, un gamin épouvantable qui moucharde et écoute aux portes. Et puis Béatrice Hardley et Cathy Grant, bête comme pas une, celle-là. Enfin, 2 femmes de ménage et la romancière qui vous a amené. Pas d'homme ? Le vicaire est resté un moment. Il est vieux et plutôt bouché. Son nouveau curé était là. Lui, il bégaye quand il est ému. Il est arrivé au village depuis peu. Ma foi, je crois que c'est tout. Il paraîtrait que vous avez entendu Joyce parler d'un crime dont elle aurait été témoin. Je ne suis pas au courant. A-t-elle vraiment dit une chose pareille ? C'est ce qu'on raconte, affirma l'autre garçon. Personnellement, je ne vais pas me trouver dans la même pièce au moment où elle l'a déclaré. Où se tenait-elle ? Dans le salon. Nicolas et moi avons passé le plus clair de notre temps à étudier des effets d'éclairage dans la pièce où allait se tenir le jeu des miroirs. Nous sommes très peu restés dans le salon. Vous y trouviez-vous lorsque Joyce a parlé de ce crime, Nick ? Non, je le regrette. Ça m'a l'air drôlement intéressant. Pourquoi ? Questionna Desmond. Mais voyons, ça prouverait qu'elle était un peu voyante, non ? Elle évoque un meurtre, et quelques heures plus tard, elle est assassinée à son tour. J'imagine qu'elle a une sorte de vision de ce qui allait lui arriver. Une telle expérience vous laisse songeur. Hercule Poirot reprit la parole. Au cours de la soirée, vous n'avez jamais eu le sentiment qu'un événement insolite se passait ? Non. Auriez-vous une théorie personnelle ? La question s'adressait à Nicolas, qui répondit. Quant à l'identité de celui qui a éliminé Joyce ? Oui. Pour moi, intervint Desmond, je miserais sur Whittaker. La maîtresse d'école ? C'est une vieille fille, au sens propre du mot. Je parie qu'elle est obsédée sexuelle. Il faut dire que l'enseignement donné exclusivement par des femmes n'est pas très sain. Vous vous souvenez, Nick, de l'institutrice qui s'est fait étrangler il y a 1 ou 2 ans ? Il paraîtrait qu'elle avait des mœurs curieuses. Cela ne m'étonnerait pas. Nora Ambrose, la fille avec laquelle elle partageait un appartement, avait un boyfriend et l'institutrice lui fit à ce sujet des scènes terribles. On chuchota aussi qu'elle aurait eu un enfant, du fait qu'elle disparut durant 2 trimestres. Mais il est vrai que dans ce patelin, les gens racontent n'importe quoi. Pour en revenir à Whittaker, elle aurait pu entendre ce que disait Joyce car elle est restée dans le salon presque tout le temps. Les déclarations de la gosse lui auront peut-être donné des idées. Ils se tournèrent tous deux vers Poirot, l'œil brillant, pareil à 2 chiens qui auraient rapporté à leur maître le gibier abattu. Si c'est le cas, renchérit Desmond, Miss Emmeline doit être au courant. Elle sait toujours ce qui se passe dans son école, à moins qu'elle pense devoir protéger son professeur. Je suis sûre que si elle soupçonnait Whittaker d'être devenue folle, elle chercherait à l'éloigner des élèves. Qu'en dites-vous ? Les 2 jeunes gens regardèrent Poirot, ravis de leur déduction. « Ma foi, avoua le détective, vous m'avez certainement donné sujet à réflexion.